Je continue dans cette seconde partie et je continue avec la dissection de l'aorte. Je parlais de l'asymétrie des pouls, de l'asymétrie des pressions artérielles entre les deux bras. Nous pouvons ausculter également un souffle d'aisance aortique qui est dû à la désaxation de l'anneau aortique dû à cette dissection et qui va entraîner ce souffle d'aisance aortique et qui est également un souffle qui fugace, donc qu'on peut ausculter maintenant et qu'on ne va pas ausculter dans quelques heures. L'électrocardiogramme est le plus souvent normal. La radiographie thoracique de face, si la dissection se produit sur une aorte qui n'est pas anévrismale, qui n'est pas dilatée, la radiographie thoracique de face serait normale. Si ça se produit sur un anévrisme de l'aorte ou une ectasie de l'aorte, nous allons avoir un élargissement du médiastin qui est le signe de l'ectasie ou de l'anévrisme aortique. Comme examen complémentaire, nous avons le choix entre deux examens qui sont le plus souvent égaux. Et nous allons choisir l'un ou l'autre en fonction de sa disponibilité et de son accès. Si je suis urgentiste et que je suis au niveau des urgences avec des radiologues et un scanner à côté, je vais demander un angioscanner aortique qui va bien sûr montrer cette dissection avec la porte d'entrée, la porte de sortie, etc. Si je suis cardiologue aux urgences de cardiologie et que j'ai un appareil d'échographie avec une sonde ETO à disposition, je vais faire donc une échographie transœsophagienne qui va montrer la même chose. Un orifice d'entrée, le foie chenal, le flap intimal et l'orifice de sortie. Avant de faire ces examens, nous devons tout d'abord essayer de réduire le risque d'extension rapidement en baissant la pression artérielle de façon rapide. Nous allons utiliser des vasodilatateurs. Ce que nous avons à disposition, c'est la nicardipine à la seringue électrique pour essayer de réduire la pression artérielle à moins de 12 ou à 120 mm de mercure. En plus des vasodilatateurs, nous allons utiliser les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants qui vont non seulement baisser la pression artérielle, mais surtout réduire la force d'éjection. Parce que ce qui va aggraver la dissection, c'est la force d'éjection du ventricule gauche qui va éjecter au niveau du foie chenal et du vrai chenal. En éjectant au niveau du foie chenal, il va pousser et aggraver la dissection. Et donc, nous allons réduire cette force d'éjection en donnant un inotrope négatif qui est le bêta-bloquant. Après le résultat des examens, et lorsque nous avons confirmé le diagnostic, le traitement est chirurgical et rapide, urgent. C'est l'urgence chirurgicale par défaut ou l'urgence chirurgicale par excellence. Le chirurgien, que va-t-il faire? Il va découper la partie de l'aorte qui est disséquée, il va la remplacer par un tube. Un tube, le plus souvent un tube synthétique. Si la dissection atteint la partie proximale de l'aorte et donc la valve aortique va être changée, et donc il va utiliser un tube avec une valve. Il va couper l'insertion des coronaires pour les réinsérer au niveau du tube valvé. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Bentall. Comme complications, nous pouvons avoir des complications très graves qui sont les ruptures, l'hémopéricarde, l'hémomédiastin, l'infarctus lorsqu'il y a l'extension de la dissection vers les coronaires, une ischémie périphérique ou cérébrale qui est due à l'extension et à l'extension occlusive de cette dissection vers les artères périphériques. Voilà, nous avons fini avec la douleur thoracique. Pour résumer, le patient qui consulte pour une douleur thoracique aiguë doit être reçu rapidement, examiné rapidement. L'examen commence tout d'abord par un interrogatoire minutieux sur le type de la douleur qui va m'orienter vers l'une ou l'autre des 4 étiologies
regroupée sous le terme mémotechnique de pied, péricardite aiguë, insuffisance coronaire aiguë, embolie pulmonaire et dissection de l'aorte. Lorsque nous sommes orientés vers l'une ou l'autre des étiologies, nous allons continuer en posant des questions sur les symptômes associés qui vont nous faire craindre des complications. Le contexte favorisant qui va me conforter dans l'idée du diagnostic, un examen clinique rapide, le CG, plus ou moins la radiographie thoracique de face, sauf dans l'insuffisance coronaire aiguë où elle ne doit pas être indiquée. Au bout de cette démarche, nous allons faire le diagnostic, nous allons choisir l'examen complémentaire de première intention qui va me confirmer le diagnostic et nous allons entamer la thérapeutique, puis le suivi en anticipant et en traitant toutes les complications qui peuvent arriver. La deuxième urgence en cardiologie, c'est la dyspnée aiguë. Et lorsque nous parlons de dyspnée aiguë, bien sûr, dans notre tête, deux diagnostics ou deux origines sont possibles pour une dyspnée aiguë. Soit l'origine pulmonaire, soit l'origine cardiaque. La dyspnée d'origine cardiaque, c'est une polypnée superficielle qui s'aggrave avec le décubitus, qui s'accompagne parfois de toux et d'expectoration mousseuse. Voilà la description typique de cette dyspnée d'origine cardiaque. Elle est due à quoi? Elle est due le plus souvent à un œdème aigu du poumon et donc à une insuffisance cardiaque aiguë. Les dyspnées d'origine pulmonaire ou d'origine métabolique ont d'autres caractéristiques. Le diagnostic se fait grâce à un examen clinique qui va retrouver des râles crépitants aux bases qui s'étendent vers les sommets. Et donc, nous ne pouvons pas avoir des râles crépitants au sommet sans les avoir aux bases. Ces râles sont bilatéraux. L'examen ou l'auscultation cardiaque peut être normale, comme elle peut révéler un souffle en fonction de l'étiologie de cette insuffisance cardiaque aiguë. La radiographie thoracique de face va montrer l'aspect typique d'une opacité cotonneuse en aile de papillon qui s'étend du hile vers la périphérie. Et puis la silhouette cardiaque peut montrer soit une cardiomégalie, soit une silhouette cardiaque normale, en fonction toujours des étiologies de cette insuffisance cardiaque aiguë. En cas de doute étiologique, qui nous arrive rarement, mais parfois, surtout chez les patients âgés qui ont la double pathologie pulmonaire et cardiaque chronique, et que nous ne savons pas cette dyspnée actuelle, elle est due à quoi? Nous avons à l'auscultation un mélange de râles, renflants, sibilants, crépitants, etc. La radiographie thoracique de face peut montrer des signes de fibrose, etc. Donc, chez le sujet âgé, parfois, nous avons des doutes. Pour savoir exactement cet épisode aigu, est-il dû à une décompensation cardiaque ou est-il dû à une décompensation pulmonaire, parfois, il suffit de doser les BNP. Brine natriurétique peptide, ou bien le NT pro-BNP qui est son précurseur. De toute façon, cette molécule, en principe, elle est sécrétée par le cerveau, brine, elle est anormale. Elle a la capacité d'avoir une action natriurétique, et c'est un peptide, donc brine natriurétique peptide. Cette molécule, lorsque le cœur est soumis à des contraintes importantes, il va commencer à la sécréter. Il va commencer à la sécréter à des quantités importantes. Et lorsque ce BNP, lorsque nous avons une insuffisance cardiaque, ce taux de BNP est très élevé, ou ce taux de NT-proBNP est très élevé. Et donc, si nous trouvons ce taux élevé, nous sommes orientés vers l'origine cardiaque de cette dyspnée aiguë. Lorsque le taux est normal, nous sommes plutôt orientés vers l'origine pleuropulmonaire ou pulmonaire. Le traitement, c'est le traitement standard d'une insuffisance cardiaque aiguë ou d'une crise d'œdème aigu du poumon.
Donc, après les premières mesures c'est l'hospitalisation, la mise en condition, et donc la position demi-assise, la voie d'abord et l'oxygénothérapie à faible débit, 3 litres par minute. Nous allons entamer un traitement diurétique par voie intraveineuse en utilisant les diurétiques de Lens, associé à un traitement vasodilatateur mixte, donc par les dérivés nitrés, à la seringue électrique, 1, 2, voire 3 mg par heure, avec un monitorage strict de l'électrocardiogramme et de la pression artérielle. Le plus souvent, nous avons 3 types d'évolution. Le plus souvent, nous avons une évolution favorable, amélioration, le patient est moins dyspnéique, les râles crépitants disparaissent. Nous allons passer de la voie parentérale à la voie orale. Et puis nous allons essayer de chercher une étiologie. Si le patient est connu et donc est suivi et traité pour une insuffisance cardiaque chronique, il s'agit là d'une décompensation. Et donc, nous devons chercher les causes de cette décompensation. Le plus souvent, c'est un écart de régime, l'arrêt des médicaments, une infection intercurrente, par exemple une grippe, peut décompenser une insuffisance cardiaque chronique qui est jusqu'à présent compensée. Une anémie, une dysthyroïdie, une embolie pulmonaire minime peut être à l'origine d'une décompensation cardiaque et d'un OAP. Et donc, nous devons chercher ces causes de décompensation pour pouvoir les prévenir et les corriger. Alors, si nous sommes face à une primo-décompensation, donc une aisance cardiaque aiguë chez un patient qui n'est pas connu comme insuffisant cardiaque, là, nous devons faire un bilan étiologique complet qui commence d'abord par l'examen clinique, le CG, la radiographie thoracique de face, l'échocardiographie et parfois d'autres examens complémentaires pour avoir une étiologie de cette insuffisance cardiaque et pour commencer un traitement spécifique de l'étiologie, par exemple le traitement chirurgical d'une valvulopathie, le traitement interventionnelle d'une cardiopathie ischémique, ainsi de suite. La seconde évolution, c'est une évolution qui est défavorable, qui est heureusement rare, mais qui est possible, c'est l'épuisement respiratoire. Nous voyons que le patient commence à faire de la bradypnée avec de la cyanose et une hypoxie. Là, notre conduite à tenir doit s'orienter vers une aide respiratoire mécanique grâce à la CPAP, donc à la pression positive, à la respiration sous pression positive grâce au masque ou bien à l'intubation. Nous pouvons avoir une autre évolution défavorable qui est également heureusement rare, qui est l'épuisement cardiaque. Et ça va se manifester par, au début, la baisse progressive de la pression artérielle jusqu'au signe d'hypoperfusion. Nous ne pouvons plus donc donner le traitement et nous sommes face à un dilemme. Ce qu'il faut, c'est essayer de booster le cœur en utilisant en premier les inotropes positifs tels que la dobutamine jusqu'à la dose maximale qui peut être associée à la dopamine. Et puis, si ça ne marche pas, nous pouvons avoir recours à des aides mécaniques et donc des appareils qui vont aider le corps mécaniquement. Après la dyspnée aiguë, les palpitations, nous n'allons pas les traiter ici. Vous allez avoir un TD
très détaillé sur les troubles de l'excitabilité. Les palpitations, c'est le plus souvent les troubles de l'excitabilité. Maintenant, nous allons parler de la syncope. En fait, le patient ne consulte pas en syncope, il consulte après une syncope, puisque la syncope est la perte de connaissance qui est brutale, mais avec une récupération totale rapide. Et donc, le patient en arrivant, le plus souvent, il est accompagné. Notre objectif est d'avoir une description la plus détaillée possible par le patient et par son entourage de cet épisode. Tout d'abord, pour essayer d'éliminer une autre cause de perte de connaissance que la syncope, comme par exemple les épilepsies, parfois avec la description et le contexte, ce qu'on appelle les pseudosyncopes psychogènes. Donc, lorsque nous sommes sur une description d'une syncope, donc une brusque perte de connaissance avec récupération complète et rapide, nous devons essayer de distinguer entre deux. En fait, il y a trois grandes étiologies. Les hypotensions orthostatiques, et c'est simple, le patient va vous décrire la syncope lorsqu'il passe de la position couchée à la position debout. Et puis, vous allez prendre la pression artérielle, vous allez voir une baisse de la pression artérielle entre la position couchée et la position debout, avec l'apparition des symptômes. Vous avez des syncopes réflexes, des syncopes vasovagaux qui sont précédés par des signes des sueurs, nausées, bourdonnements, une vision trouble, et puis qui sont favorisés par des situations particulières comme l'exposition à une douleur, à un son désagréable, à une vision désagréable, comme par exemple les externes qui voient les premiers actes chirurgicaux. La notion d'une station debout prolongée sur une place avec de la chaleur, avec de la foule, comme par exemple ce qui se passe dans les manifestations. C'est ce qu'on appelle les syncopes vasovagaux. Et puis, dans les syncopes réflexes, nous pouvons avoir en plus des syncopes vasovagaux, les syncopes situationnelles, où le patient vous dit à chaque fois que je vais uriner, j'ai cette syncope, ou à chaque fois que je vais faire les efforts de défécation ou de toux, j'ai cette syncope. C'est ce qu'on appelle les syncopes situationnelles. Et puis, le dernier type de syncope réflexe, ce sont les syncopes qui sont dues à une hypersensibilité du sinus carotidien. Et donc, ce sont des syncopes qui vont se produire lorsqu'on appuie sur les carotides, par exemple lors du rasage ou lors des mouvements du cou, la rotation de la tête. Ces syncopes réflexes font partie des syncopes à faible risque et ce que nous devons faire, c'est rassurer le patient. Lorsque ce n'est pas répété de façon habituelle, nous n'allons donner aucun traitement ni aucune exploration lorsque c'est évident. Comme signe comme autre signe qui me disent que ces patients sont à faible risque, c'est lorsqu'ils vous rapportent la notion de syncope. Ils vous disent que j'ai ça depuis des années et que j'ai été exploré, il n'y a rien de particulier, pour pouvoir rassurer le patient et le libérer. Bien sûr, lorsque l'examen clinique est normal et l'électrocardiogramme est normal. Alors, la troisième grande étiologie, c'est l'origine cardiaque. Et là, c'est un peu plus dangereux, qui va nécessiter une exploration et une prise en charge. Et tout notre objectif au niveau des urgences, c'est de chercher les signes qui vont me dire que ces patients sont à risque et qui nécessitent une hospitalisation et une prise en charge. Par exemple,
lorsqu'ils vous disent que la syncope a été précédée de douleurs thoraciques, de céphalées, de palpitations. Lorsque la syncope s'est produite durant un effort, lorsque la syncope s'est produite en position allongée, alors que le patient est allongé. L'absence de prodrome, l'histoire familiale de mort subite, les syncopes en position assise sont également des signes de mauvais pronostic ou de risque, de haut risque. Les antécédents de cardiopathie sévère, par exemple, le patient vous dit il est suivi, il est traité pour une cardiopathie ischémique, il a fait un infarctus, il est traité pour une insuffisance cardiaque, il a une dysfonction ventriculaire gauche. Si l'examen clinique va révéler une pression artérielle qui est basse et inexpliquée, une fréquence cardiaque également basse et inexpliquée, des signes d'hémorragie digestive, par exemple. Lorsque l'auscultation va retrouver un souffle systolique, lorsque le CG est pathologique et va trouver des troubles de la conduction, des troubles de l'excitabilité, des troubles de la repolarisation, un QT long, un QT court, des signes de dysfonction de pacemaker. Tout ça va m'orienter vers le haut risque qui va nécessiter l'hospitalisation et la prise en charge, l'exploration et la prise en charge de ce patient. Et enfin, l'arrêt cardiaque que vous pouvez avoir au niveau des urgences de cardiologie, au niveau du service de cardiologie, mais que vous pouvez avoir partout. Et l'intérêt, lorsque vous êtes médecin, est tout d'abord de faire le diagnostic. Lorsqu'il y a une brusque perte de connaissance, vous devez vous rapprocher. Si vous avez un stéthoscope, c'est simple, vous allez ausculter, il n'y a pas de bruit de cœur. Si vous n'avez pas de stéthoscope, que vous êtes dehors, vous pouvez essayer de palper le pouls fémoral. Lorsqu'il n'y a pas de pouls fémoral, nous sommes face à un arrêt cardiaque. Vous vous rapprochez pour voir si le patient respire, vous allez voir, lorsqu'il fait un arrêt cardiaque, il est généralement un arrêt respiratoire associé. Et donc, que fait-on? Tout simplement commencer le massage cardiaque externe. C'est tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est dehors et lorsqu'on est seul. Massage cardiaque externe, on essaye d'appeler les secours. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, il appelle d'abord les secours. Ensuite, il vous aide à faire une respiration artificielle. Chaque 30 battements, ce qui est recommandé, c'est chaque 30 battements, faire une respiration artificielle. Bien qu'il faudrait plus insister sur le massage cardiaque. En plus du massage cardiaque, si vous faites partie du personnel soignant et que vous avez... non, avant. Si vous êtes dans un endroit où vous avez accès à cet appareil, c'est ce qu'on appelle le défibrillateur semi-automatique. En Algérie, vous pouvez voir ça à l'aéroport international, vous pouvez avoir ça au niveau du stade du 5 juillet, par exemple. Dans d'autres pays, vous pouvez avoir ça un peu partout dans les endroits publics. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir ça, vous allez l'ouvrir, vous allez suivre le mode d'emploi. Généralement, il y a 2 patchs à placer au niveau du sternum et puis 2 boutons. Le premier bouton pour allumer, le deuxième bouton pour dire OK. Cet appareil va détecter la fibrillation et vous dit je détecte une fibrillation, est-ce que je choque? Et vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton oui pour choquer. S'il ne détecte pas de fibrillation, il vous dit je ne détecte pas de fibrillation, donc le patient est en asystolie, on continue le massage. Donc si vous faites partie du personnel soignant dans une structure, en plus du massage cardiaque externe, de l'intubation pour la ventilation artificielle, d'essayer de prendre une voie d'abord, votre objectif principal est d'avoir un tracé électrique parce qu'en fonction de ce tracé électrique, votre conduite à tenir va se faire. Ce tracé électrique, vous pouvez l'obtenir de différentes façons. Vous pouvez, parfois, les défibrillateurs peuvent fonctionner comme des
Les palettes de défibrillateurs peuvent fonctionner comme des électrodes, et donc vous pouvez avoir sur le défibrillateur un tracé électrique. Vous pouvez avoir un tracé électrique en utilisant le scope et deux électrodes dedans. Vous pouvez utiliser un appareil d'électrocardiogramme en mettant juste les, les électrodes périphériques pour avoir le tracé. Pour le tracé, nous pouvons avoir 4 types de tracés. Nous pouvons avoir d'abord une asystolie, et donc rien, aucune activité électrique. Dans ce cas-là, nous allons juste continuer le massage cardiaque. Nous pouvons injecter de l'adrénaline si possible et attendre. Attendre quoi? Attendre que le patient puisse passer, puisse avoir une activité électrique et donc qui pourrait être choquée, comme par exemple la fibrillation ventriculaire, ou bien rester en asystolie. S'il reste en asystolie, à un moment donné, nous devons nous arrêter. Quand est-ce? Le plus souvent lorsque nous avons une mydriase à réactif après au moins 40 minutes de massage cardiaque externe. La deuxième situation que nous pouvons avoir avec le tracé électrique, c'est cet aspect. Nous pouvons avoir une fibrillation ventriculaire. Donc, cet aspect de trémulation, c'est une fibrillation ventriculaire. Et cet aspect, le traitement, c'est le défibrillateur. Donc, le choc électrique externe. Nous allons prendre le défibrillateur, nous allons choquer le patient, nous allons récupérer un rythme sinusal le plus souvent. La troisième possibilité, c'est d'avoir ce tracé avec des ondes P, mais pas de QRS. Dans ce cas, c'est un BAV profond. C'est rare, c'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Qu'allons-nous faire? Tout d'abord, continuer à masser. Nous pouvons essayer le coup de poing sternal qui peut repasser le patient en rythme sinusal ou bien une fibrillation. Si ça repasse en fibrillation, nous allons choquer. Si ça passe en rythme sinusal, tant mieux. Si le choc de pointe ne fait rien du tout, nous continuons le massage cardiaque, nous essayons d'injecter les produits qui peuvent favoriser la conduction comme l'isoprénaline lorsque c'est à disposition, mais le traitement salvateur, c'est la sonde d'électrostimulation. Nous allons piquer la veine fémorale profonde, nous allons faire introduire une sonde. Une sonde, c'est un petit fil électrique qui va aller jusqu'au niveau du ventricule droit et à l'extérieur, il est relié à un stimulateur qui va donner des impulsions électriques pour avoir une activité électrique ventriculaire. Donc ça, c'est 3 situations. La systolie, massage cardiaque, adrénaline, fibrillation ventriculaire, choc électrique externe, BAV profond, massage cardiaque externe, choc de pointe, plus ou moins isoprotérénol, mais surtout sonde d'électrostimulation. La quatrième situation, c'est un ECG normal, donc avec le plus souvent des QRS qui sont larges, mais qui sont présents. Donc, vous avez des QRS, mais pas d'activité électrique. Pourquoi? Nous sommes face à une dissociation électromécanique. Il y a une activité électrique, mais il n'y a pas d'activité mécanique. On peut voir ça dans les ruptures cardiaques qui seront dues à un traumatisme, un coup de couteau, un traumatisme en décélération, les accidents de circulation, mais également après un infarctus. L'une des complications les plus graves de l'infarctus du myocarde, c'est la rupture de la paroi libre qui va faire sortir le sang à l'extérieur. Donc, au lieu que le sang soit éjecté vers l'aorte, il va être éjecté vers l'extérieur, vers le péricarde donnant un hémopéricarde, ou bien tout simplement vers l'extérieur donnant l'hémomédiastin. Dans ce cas-là, l'unique traitement salvateur reste la chirurgie, mais avec des chances de succès qui sont très minimes. Et puis, vous avez la seconde possibilité pour avoir ces dissociations électromécaniques, c'est lorsque le cœur est en dysfonction
importante, et donc c'est généralement les cardiomyopathies dilatées euh, au stade de déchéance myocardique importante, où arrivé à un moment donné, le cœur est tellement fatigué que même lorsqu'il perçoit ou lorsqu'il reçoit cette activité électrique, il ne peut plus se contracter. Et dans ce cas-là, euh, hormis la mise en circulation extracorporelle en attendant une éventuelle transplantation cardiaque, il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, nous avons fini et je vous remercie pour, pour votre intérêt, pour le suivi. Je reste à votre disposition pour vos questions que vous pouvez me poser par écrit. Je répondrai volontiers. Voilà, au revoir.